Et c'est le débat du samedi soir avec le duo habituel, Raquel Garrido du Front de Gauche et du Parti de Gauche, donc. Bonsoir. Bonsoir. On se mélange toujours les pinceaux avec ces partis-là. Et Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. On se mélange pas les pinceaux sur le parti, mais on se mélange les pinceaux, là, en l'occurrence, sur comment fonctionne ce parti. Car je voudrais que vous nous disiez toutes les deux ce que vous inspire les révélations de deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui révèlent donc dans un livre, doublé aujourd'hui d'un grand papier dans le journal Le Monde, que François Fillon aurait déjeuné avec le secrétaire général de l'Élysée qui s'appelle Jean-Pierre Jouyet et qui fut aussi, ça complique un peu la donne, mais ça explique aussi des choses, ministre d'ouverture dans le gouvernement Fillon sous Sarkozy, et il aurait déjeuné avec lui pour lui demander de taper vite sur Sarkozy, ce sont les mots, autrement dit, d'accélérer les enquêtes contre lui, sinon, aurait dit François Fillon, sinon il va revenir. AGC, faites un truc. Je voudrais savoir si vous croyez à cette histoire et ce qu'elle vous inspire. Marie-Laure Harel. Non, je n'y crois pas. D'abord, ce sont les propos de Jean-Pierre Jouyet. Ils n'ont pas de valeur absolue. Je pense que François Fillon n'aurait certainement pas pris le risque de tenir de tels propos devant l'un des plus fidèles lieutenants de François Hollande et une personne qui plus est dont le jeu politique est extrêmement ambivalent. Il est un jour secrétaire d'État dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, le lendemain secrétaire général à l'Élysée sous François Hollande. Donc je ne crois pas que François Fillon se soit permis de faire confiance à cette personne. Donc Jouyet avant tout. Mais écoutez, je ne sais pas, je pense surtout que nous sommes dans une période de débat très intense en ce moment à gauche, mais qui se passe bien. On a fait beaucoup de progrès depuis notre élection de 2012. Donc, nous sommes dans des compétitions diverses pour la présidence de l'UMP, pour la présidence de la République à droite, pardon, lapsus. Ça se passe mal à gauche, ça se passe bien chez nous. Et j'ai quand même l'impression qu'on passe beaucoup de temps à grossir et inventer des histoires de couloirs. On n'arrête pas d'entendre ces dernières semaines. Bruno Le Maire aurait dit que, Nicolas Sarkozy aurait dit que, et maintenant c'est François Fillon qui aurait dit que. La vérité, c'est que tous nos candidats à l'heure actuelle entrent dans des compétitions diverses et multiples, qu'ils ne manquent pas de courtoisie, ils confrontent leurs idées, mais en tout cas, tout se passe sereinement. Raquel Garrido là-dessus. Écoutez, que Nicolas Sarkozy et François Fillon se livrent une guerre politique, ça, c'est pas un scoop. Bon, que François Fillon veuille accélérer, ou plutôt veuille voir la justice mise en œuvre à l'égard de Nicolas Sarkozy, peu cher, c'est un souhait que nous pouvons tous partager en tant que citoyens. Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, il y a une affaire d'État? Je pense pas. Moi, je vais vous dire franchement, ce qui me surprend davantage, c'est justement ce personnage de Jean-Pierre Jouyet, cet oligarque insubmersible. C'est les mecs qui sont là tout le temps. Quoi qu'il arrive, nous on vote, nous on va aux élections, on fait des campagnes en se disant il y a un enjeu autour de la droite, la gauche, il faut que ça change. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'eux, ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Alors un coup, ministre, secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy, un coup, secrétaire général de l'Élysée pour François Hollande. Ce sont eux les oligarques insubmersibles qui après déjeunent, dînent en ville, voilà, avec leur ancien Premier ministre. Tout ça est totalement consanguin. Alors maintenant, il faut de toute façon que la justice avance avec Nicolas Sarkozy. C'est évident que si elle ne va pas vite, il va se passer ce qui s'est passé avec Berlusconi. C'est-à-dire qu'il y a un risque qu'il soit réélu. Un risque, je ne donne pas cher de Nicolas Sarkozy, mais disons que potentiellement s'il se présente en tant que candidat, il a une chance. Et à ce moment-là, il sera protégé par l'immunité présidentielle. Donc c'est évident qu'il y a une question de temps et de célérité. C'est sûr qu'en fait, dans le fond de cette affaire, aujourd'hui, j'ai surtout le sentiment, moi, qu'il n'y a pas de scoop. François Fillon ne s'est jamais caché pour tenir des propos assez durs sur Big Malion, sur le remboursement de l'amende par l'UMP. Donc on ne découvre pas aujourd'hui qu'il a une position très hostile sur ces dossiers. Peut-être qu'il manque quelque chose, c'est que Fillon n'a pas dit à quel point il détestait Sarkozy. Et peut-être que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que tout un tas de gens n'ont pas dit à quel point ils avaient de ressentiment à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais je ne crois pas que c'est la fonction des hommes politiques de dire les affinités qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Chacun sait qu'au sein même des familles politiques se tiennent les pires rivalités. Ça existe à droite, ça existe à gauche. Et les gens n'attendent pas de François Fillon de dire qui il aime et qui il n'aime pas à droite, mais plutôt ce qu'il a l'intention de proposer pour les prochaines échéances électorales. Et puis enfin, pour terminer, Jean-Pierre Jouyet qui joue l'offusqué parce qu'il y aurait une indépendance de la justice et on lui aurait demandé de
transgresser. Je crois que la gauche ne s'est jamais trop gênée pour transgresser concernant Nicolas Sarkozy, qui est une réelle obsession à l'Élysée. Il y a eu l'affaire des écoutes, avec Taubira qui s'est trahi avec son papier. Il y a eu l'affaire des archives, avec le chef du service informatique de l'Élysée qui a révélé qu'on lui avait demandé d'aller fouiller, contrairement à toute règle institutionnelle, dans les archives de l'Élysée. On prétend qu'il y aura un cabinet noir à l'Élysée, donc qu'il ne joue pas les effarouchés, parce que je ne pense pas qu'il soit très respectueux de l'indépendance des pouvoirs et de la loi quand il s'agit d'abattre leurs ennemis. Bon, en l'occurrence, la justice, elle avance, et ce serait bien, on pense tous, moi en tout cas je pense que ce serait bien que la justice puisse avancer plus vite concernant Nicolas Sarkozy, parce que cet homme voilà, est un problème pour les Français. Mais pourquoi avancerait-elle plus vite pour Nicolas Sarkozy? Il y a un rythme normal pour les autres. Oui, mais ça commence à faire. Vous êtes avocate, il n'y a pas deux poids, deux mesures. La justice, c'est la même pour tout le monde. Oui, et je constate que ça commence à durer, là, pour Nicolas Sarkozy. Donc, ce serait bien qu'on arrive au bout de cette affaire le concernant, parce que sinon, c'est un retour en arrière de la vie politique française. On retourne vers un 2017 avec les mêmes, c'est-à-dire Hollande ou Valls, ou Sarkozy, ou Fillon. Maintenant, il fait celui qui est dans l'opposition à Sarkozy, mais c'était son Premier ministre pendant 5 ans. On a rarement vu un président garder le même Premier ministre pendant toute une mandature. Donc, ils étaient comme ça. Je parle de politique, là. C'est la même politique qu'ils ont mis en œuvre. C'est celle qui a été chassé par les Français en 2012. Donc maintenant, si en 2017, on se retrouve avec voilà, le triptyque classique, Madame Le Pen, ensuite Sarkozy et ensuite Hollande, c'est un cauchemar. Oui, mais ça, ce n'est pas à la justice, c'est aux électeurs d'en décider quel triptyque il y aura ou pas en 2017. Alors, justement, à partir de là, de cette situation dégradée de confiance vis-à-vis des hommes politiques, j'aimerais qu'on mette en débat une proposition qui vient de votre parti, du parti de gauche, Raquel Garrido. Ce week-end et jusqu'au 11 novembre, vous avez décidé d'organiser une votation. Donc c'est une sorte de référendum, et comme c'est pas un référendum dans les règles, vous appelez ça une votation, dans 75 départements, sur un droit que vous voulez instaurer dans le système français, qui serait le droit de révoquer les élus lorsque, ayant exercé 1 ou 2 années de mandat, ils ne vous conviendraient plus. Donc vous voudriez que les électeurs qui élisent des hommes et des femmes politiques puissent aussi les mettre dehors avant la fin de leur mandat. Par quel système et pourquoi, Raquel? Et puis Marie-Laure Harel nous dira ce qu'elle en pense. Le droit de révoquer est un droit qui a été inventé à la Révolution française, qui existe dans plein de pays en Amérique latine, dans beaucoup d'États des États-Unis. En anglais, ça s'appelle le recall. Et c'est un principe simple. La souveraineté, elle réside entre les mains du peuple. Certes, pour le pouvoir au quotidien, il faut pouvoir déléguer, mais lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas vertueux, soit au sens politique du terme, par exemple la trahison des programmes, ou alors carrément au sens individuel du terme, la phobie administrative ou autre, il faut pouvoir ensuite en tirer des conséquences politiques. Donc comment on fait techniquement? Alors, par exemple, dans d'autres pays, à partir de la mi-mandat, lorsqu'un nombre de citoyens le demandent, par exemple 10% ou 15%. Sous forme de pétition? Voilà, avec évidemment, on monte sa carte d'identité, etc. Tout ça est contrôlé. Alors, si vous atteignez le seuil de signature nécessaire, vous provoquez de droit un référendum révocatoire à l'encontre de l'élu en question. Donc on réorganise une élection pour dire on le garde pas. Alors la question qui est posée, c'est voulez-vous révoquer telle ou telle personne? Et alors, là, à ce moment-là, il y a une condition, c'est qu'il faut que plus de personnes veuillent le révoquer que de personnes qui l'ont élu au départ. Et ça vous emballe, ça? Je trouve qu'en France, nous avons un système très infantilisant, c'est la Ve République. Nous, on nous demande d'aller voter une fois tous les 5 ans, puis après, on nous demande de surtout ne peser sur rien. Le président, à commencer par le président de la République, il est dans l'impunité politique totale et absolue, il ne rend des comptes à personne, même pas devant le Parlement. Et en fait, c'est aux citoyens de trancher. Comment vous expliquer autrement l'abstention? Comment vous voulez que les gens reviennent en politique, croient en l'action civique? Moi, je pense que le pouvoir politique, ça ne doit pas être comme ça évanescent. Il faut pouvoir le garder. Et la révocabilité, c'est la marque d'une démocratie adulte. Vous en pensez quoi, vous? Je suis totalement contre. Je pense que ce serait le début de l'anarchie. Cela dit, je pense que votre question n'est pas absurde et qu'elle doit évoquer quelque chose à beaucoup de Français dans le contexte actuel, puisqu'on a un gouvernement qui est quand même pas très compétent. Et si vous vous posez avec tant de force la question de savoir si on peut ou on devrait révoquer, c'est sans doute parce que beaucoup d'élus qui nous gouvernent, malheureusement, sont médiocres ou en tout cas pas à la hauteur, comme ce gouvernement. En revanche, pourquoi vous êtes pas... Alors, parce que je pense que la politique, ça n'est pas une émission de télé-réalité. C'est pas on appuie sur 1 pour préserver un participant et 2 pour le faire sortir. L'histoire et les institutions ont fait que des durées de mandat ont été déterminées parce qu'elles semblent raisonnables et nécessaires
pour qu'on prenne connaissance de ces dossiers et qu'on accomplisse son projet. Et d'ailleurs, nos institutions n'ont jamais hésité à revoir à la baisse la durée de certains mandats, comme le septennat, qui est devenu un quinquennat. Je pense que vouloir, à mi-mandat, mettre les élus sur des sièges éjectables, c'est simplement conduire à tout immobilisme. On ne fait plus rien parce qu'on aura trop peur de sauter. Et puis, élire, c'est aussi révoquer. Quand la Constitution prévoit des élections, c'est choisir quelqu'un, mais c'est aussi sanctionner celui qui mal ou pas fait son travail. Donc la révocation, elle existe déjà tous les 5 ans pour un président, tous les 6 ans potentiellement pour un élu municipal, un député, etc. Mais alors comment vous faites dans le cas, par exemple, d'un Thévenoud qui a la phobie administrative? Maintenant, on a des éléments de transparence, donc on sait, on a des informations, mais on ne peut faire rien d'autre que compter sur sa démission. C'était le cas de Cahuzac également. S'il n'avait pas démissionné, Cahuzac serait encore député. Voilà. Donc, et la même chose pour François Hollande, qui trahit son programme sur des points très importants, la non-renégociation au plan européen, la non-augmentation de la TVA, et j'en passe. Comment on fait dans ces cas-là quand il n'y a plus de vertu en politique? Vous voyez ce terme qui vient de la Révolution française également, et qui implique qu'il y a un lien de mandat entre les citoyens et les élus. On ne l'a plus, donc il nous faut récupérer cette épée de Damoclès. Ça moralisera toute la vie politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous que malheureusement la vertu a l'air de se perdre de plus en plus en politique, mais contrairement à vous, je ne pense pas que c'est le référendum qui doit être la solution. À mon sens, la loi devrait encadrer de beaucoup plus près les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis extrêmement choquée, obliger à tenir leurs promesses, mais je pense qu'il y a des conditions où c'est la loi et pas tant un référendum qui devrait les révoquer. Moi, je trouve très choquant qu'un ancien ministre député qui ne paye pas ses impôts depuis 10 ans aille siéger en toute impunité au Parlement. Je trouve extrêmement choquant. D'accord, mais sauf qu'en tant que citoyenne, vous ne pouvez rien faire. Qu'une députée des Bouches-du-Rhône qui a été condamnée à de la prison ferme va siéger à l'Assemblée nationale sans la moindre gêne. Et de manière générale, ça me dérange beaucoup que l'État verse des indemnités à des élus qui parfois ne vont jamais siéger. Je pense que c'est la loi qui devrait se charger à un certain stade de retirer ou de révoquer les élus qui ne remplissent pas les conditions fondamentales liées à l'exercice de leur mandat, à savoir le travail et l'honnêteté. Et ceux qui font la loi, c'est ceux-là même qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne veulent pas être révocables. Donc votre affaire, c'est un serpent qui se mord la queue. Le plus simple, le plus légitime, c'est d'en revenir au peuple lui-même. Et c'est comme ça que vous favoriserez en plus l'implication citoyenne, une meilleure discussion des programmes en amont, parce que quand vous avez la révocabilité, vos campagnes électorales sont différentes, car vous ne promettez pas n'importe quoi. Vous faites une vraie délibération et vous êtes en capacité de dire, voilà, j'ai besoin de 2 ans pour faire ceci, 5 ans pour ceci, 20 ans par exemple pour sortir du nucléaire, mais tout ça, ça se discute dans une démocratie adulte. 2 secondes, Marie-Laure. L'encadrement du travail des élus n'a rien à voir avec un référendum révocatoire. En revanche, j'ai une petite suggestion pour vous, puisque les élus du Front de gauche aiment beaucoup donner des leçons. Je propose que les maires du Front de gauche, spontanément, fassent des référendums locaux et mettent en jeu leur démission eux-mêmes à mi-mandat dans leur commune. Je pense que tous les élus effectivement du Front de gauche devraient respecter ce principe. Le débat, néanmoins, peut se poursuivre sur Twitter. Toutes les deux sont très impliquées sur Twitter. Vous l'avez peut-être remarqué. #Ondelate direct avec un H et 2 T. Merci.